La vie ne s'arrête pas là. Nous devons avancer. La vie ne peut pas s'arrêter là, peu importe la difficulté. Nous devons nous relever. Nous n'avons que deux options. Soit nous laissons la colère nous paralyser et la violence continue. Soit nous surmontons tout ça et nous faisons de notre mieux pour aider les autres. Nous nous reverrons bientôt, car la vie ne s'arrête pas là. Au moment d'écrire ces mots, Andrés Escobar ne savait pas que ceux-ci allaient être les derniers qu'il tiendrait en public. Dans les annales du sport, il y a des moments qui transcendent les frontières du terrain et résonnent dans la conscience collective de tout un peuple. Le meurtre d'Andrés Escobar, surnommé le cavalier du football, est l'un de ces accidents tragiques qui continuent de se répercuter, à la fois dans le domaine du sport et au-delà. La vie d'Andrés Escobar a été écourtée en 1994, à la suite de son but contre son camp lors du mondial aux États-Unis. Bienvenue dans Fais la passe. Aujourd'hui, on lance la première vidéo longue où on va se pencher sur les circonstances qui ont conduit au meurtre d'Andrés Escobar, explorer les implications plus larges de sa disparition ô combien tragique, et souligner comment son héritage sert de rappel brutal de l'impact profond que le beau jeu peut avoir sur la société. On te prépare une vidéo par semaine, avec différents concepts et histoires qu'on a hâte de te partager. Si tu aimes ce type de contenu, soutiens la chaîne en t'abonnant et en likant la vidéo. C'est parti! Andrés Escobar, né le 13 mars 1967 à Medellín en Colombie, s'est révélé être un footballeur prometteur dès son plus jeune âge. En tant que défenseur, Escobar a fait preuve de compétences, de leadership et d'esprit sportif exceptionnel sur le terrain, ce qui lui a valu la réputation d'être l'un des tout meilleurs joueurs du pays. À seulement 19 ans, Andrés Escobar a pris d'assaut le football colombien. En tant que jeune prospect issu des rues de Medellín, il est rapidement devenu un élément crucial dans la formation de l'Atlético Nacional, un des géants en Amérique du Sud. Seulement 3 saisons après ses débuts, il a mené Los Verdolagas à la conquête continentale, remportant la Copa Libertadores contre le club Olimpia de Paraguay. Le Nacional est rentré dans la postérité comme la première équipe colombienne à remporter le titre ultime du continent. Lorsqu'il a été appelé à rejoindre l'équipe nationale à 21 ans, le jeune Andrés avait déjà la réputation d'un vétéran serein, éloquent et d'une élégance rare. Même si des noms connus comme Carlos Valderrama, René Higuita et Faustino Asprilla faisaient la une des gazettes locales ou internationales, tout le monde en Colombie savait qu'il n'y avait qu'un seul capitaine, le cavalier du football de son surnom, Andrés Escobar. Après une dizaine de 28 ans sans goûter au prestige de la Coupe du Monde, la Colombie sera du voyage de l'édition 90. Un match nul de dernière minute contre l'Allemagne de l'Ouest, qui d'ailleurs remportera la Coupe du Monde contre l'Argentine en finale, a aidé la Colombie à se qualifier pour la phase à élimination directe. Cependant, une défaite déchirante contre le Cameroun en 8e de finale a entaché la lueur d'espoir de la tricolore. Pourtant, la performance globale de l'équipe a clairement montré au monde que Los Cafeteros n'étaient pas de simples figurants. 3 ans plus tard, l'équipe colombienne était à son apogée, et au centre de tout cela se trouvait Andrés Escobar. Le capitaine était à plan pour le mondial et avait un avenir en Europe qui se profilait, au vu des convoitises du géant lombard, le Milan AC. Après avoir enchaîné les promenades de santé lors des éliminatoires sud-américaines, toujours délicates, la Colombie a scellé son billet, et peut-être son destin, pour le pays de l'oncle Sam en délivrant l'une des performances les plus mémorables de son histoire, en étrayant l'invincible Argentine à Buenos Aires 5-0. Les supporters d'Argentin d'El Monumental, dont Monsieur Diego Armando Maradona, dans les tribunes, ont ovationné Los Cafeteros. En 6 matchs disputés lors des éliminatoires, la Colombie n'a concédé que 2 petits buts. Un véritable coup de maître. Une joie incommensurable gagnera le pays, mais la désillusion qui suivra sera brutale. La bande menée par le gentleman Escobar était confortablement assise au sommet de la sphère de leur pays, donnant à leur peuple une raison de croire que le moment de briller sur la scène mondiale était arrivé. Il faut savoir que lorsque l'équipe nationale a atterri à Los Angeles, la Colombie était plongée dans le chaos des syndicats de Paris et d'une guerre des cartels de la drogue, sous la tutelle d'un autre Escobar beaucoup moins commode que le défenseur. Le football a cette faculté de magnifier une histoire, un contexte social, politique, à la fois pour le meilleur et pour le pire. Rose Bowl Pasadena, Californie, une Roumanie portée par leur Maradona local, un certain George Hagi, affronte Los Cafeteros pour leur première sur la scène mondiale de plus belle lurette. La rencontre ressemble à une succession de contre-attaques infructueuses. Seulement voilà, Hagi prend l'initiative et envoie un somptueux missile de 35 mètres dans la lucarne opposée. De quoi ouvrir le bal et déjà mettre les Colombiens en déroute. Mais Adolfo Valencia remet les pendules à l'heure d'un coup de masque bien placé sur corner. De quoi permettre à ses compatriotes de souffler un peu.
Quelques minutes plus tard, Florin Radiosiu, désolé pour la prononciation, s'occupe de crucifier les coéquipiers d'Escobar en plantant un doublé à quelques minutes de la fin. Autant dire que les gros parieurs n'ont pas manqué d'exprimer leur colère par le biais de vidéos menaçant l'effectif de mort diffusées dans leur hôtel. La réalité excéda toutes les horreurs fantasques imaginables dans la tête de l'équipe, et le moral est dans un état épouvantable pour préparer l'échéance suivante, contre le Peyote, toujours dans le même stade. Dès le début de rencontre, on sent les Colombiens frêles, tellement qu'à la 22e minute, le milieu de terrain John Arks centre vers la surface. Andrés tente d'anticiper à la réception d'un tacle brouillant qui, au lieu de simplement couper la passe, envoie la balle dans les cages de son propre gardien. Pendant 1 ou 2 secondes, le temps s'arrête pour Andrés, qui contemple l'ampleur de son erreur avec une perplexité et un désarroi bien visible sur son corps allongé sur la pelouse. Mais la véritable douche froide reste encore à venir pour notre protagoniste et tout le pays derrière lui, supporters comme gros parieurs malfamés. Los Cafeteros remporteront le 3e match contre la Suisse 2-0, mais ce bon résultat ne chauffera pas l'eau et le bain qui s'en suivra aura une teinte beaucoup trop rouge. Le rêve est terminé. Le pays doit à ce moment faire face à la dure vérité que derrière la façade dorée et vertueuse d'un effectif plein de talent et de bonne volonté, quelque chose était cassé. Andrés rentre le cœur lourd, brisé en morceaux. Beaucoup de ses proches passeront chez lui à Medellín pour le consoler tant bien que mal. Et seul son plus proche confident, César Mauricio Valesquez, le convaincra de s'exprimer à la tribune d'El Tiempo avec les mots cités précédemment dans l'introduction. Escobar s'est apaisé l'esprit pour un moment. Il se permet même de boire un verre avec des amis à El Indio dans un bar à Medellín. Sauf que l'accueil qui lui est réservé laisse à désirer. Avec une pluie d'insultes à propos de son geste malencontreux. Sentant le vent tourner, Andrés se décide à partir. Sauf que peu avant de rejoindre sa voiture, il se rend compte qu'il est suivi par 4 des personnes qui avaient initié les hostilités. Andrés essayera de leur expliquer que ce n'était qu'un accident, qu'il aurait tout donné pour que l'équipe se qualifie. Mais il se fera taire à jamais, par 6 balles tirées coup sur coup. La petite copine d'Escobar racontera que pour chaque balle tirée, le tireur criait « Goal !» pour rappeler le but contre son camp. Dans la nuit du 2 juillet 1994, Andrés Escobar, 27 ans, décède 10 jours à peine après son retour de Coupe du Monde. L'incident tragique a clairement mis en évidence les dessous sombres et la relation que peut avoir le football avec le monde qui l'entoure, exposant les conséquences potentielles d'une pression excessive sur les athlètes et les équipes. Il est facile de réduire le meurtre d'Andrés Escobar à un événement isolé, en représailles pour avoir marqué un but contre son camp lors d'une Coupe du Monde. Mais la vérité sur ce qui est arrivé à Andrés est bien plus qu'un simple titre sensationnaliste lié au football. Ce qui est arrivé à la Colombie à l'époque était plus qu'évocateur de la dépravation qui rongeait les institutions locales dans tous les domaines, notamment la justice. Le pays était embourbé dans la violence liée à la drogue, de puissantes organisations criminelles faisant des ravages dans les communautés, notamment le sinistre cartel de Medellín, mené par le protagoniste de la série Narcos. Le meurtre d'Escobar a souligné l'influence omniprésente de ces réseaux criminels et l'intersection entre le sport et les aspects les plus sombres de la société. En 1994, Humberto Castromunez, un puissant garde du corps employé par des cartels de la drogue, a été arrêté dans la nuit du 2 juillet 1994 et a avoué le lendemain avoir assassiné le regretté Andrés Escobar. Santiago Galón, qui aurait perdu beaucoup de paris sur le résultat du match, a également employé Castro comme chauffeur. Il a été reconnu coupable en juin 1995 du meurtre. Il a été condamné à 43 ans de prison. Cependant, la peine a ensuite été réduite à 26 ans. Pour bonne conduite, seuls 11 ans étaient purgés. Dans les années qui ont suivi son décès, l'héritage d'Escobar a pris de nouvelles dimensions. Il est devenu un symbole de résilience, d'intégrité et preuve des dangers du fanatisme. La fondation Andrés Escobar a été créée en son honneur, se concentrant sur la promotion de l'esprit sportif, la paix et la transformation sociale en Colombie. Le travail de la fondation résume la vision d'Escobar d'utiliser le sport comme un vecteur de changement positif et comme moyen de combattre la violence et les inégalités. Cette année marque les 27 ans depuis cette tragédie qui a frappé la planète foot. Nous voulons honorer son héritage en paragraphant le titre de sa dernière chronique pour El Tiempo. La vie ne s'arrête pas là. La sienne a bien trouvé son terme aux mains de tout ce qui n'incarnait pas, mais la Colombie sera toujours reconnaissante envers ce martyr qui a œuvré à son échelle pour montrer la lumière à une nation décimée mais pleine d'espoir. On arrive à la fin de la vidéo. Comme je l'ai dit, c'était la première vidéo longue, donc il y a sûrement beaucoup de choses à améliorer. Ne gêne surtout pas de me les faire remarquer. N'oublie pas de me laisser un petit like, ça aide beaucoup, et de me dire quel sujet tu aimerais voir dans les prochaines vidéos. Ciao!